Je vais me répéter un petit peu, mais vous avez la possibilité en bas de l'écran, il y a un Q&R, questions et réponses. Vous pouvez poser des questions, faire des commentaires et on en fera une synthèse tout à l'heure. Si vous voulez animer un petit peu et donner un petit peu de baume au cœur ou de réagir autour des participants, il y a les petits emojis des réactions. Ça fait toujours plaisir quand c'est des petits cœurs. Voilà, et je vais laisser la parole à Bruno. Merci beaucoup, Carmen. Merci de cette invitation et surtout merci à nos trois intervenants donc, qui vont chacun de leur point de vue et de leur fonction pouvoir aborder cette question autour de la question de l'inclusion sociale et de la citoyenneté. Nous allons donc accueillir Claire, qui est maire de Gennevilliers, donc élu, qui va aborder cette question-là de cette place d'élu. Nous poursuivrons avec M. Andrew Candois, coordinateur du projet territorial de santé mentale du Val-de-Marne. Et nous terminerons avec Alex Dubus, qui coordonne et est chef de service d'un dispositif d'emploi accompagné au sein de l'œuvre Falleret sur 2 départements. Nous disposons à peu près de 10 à 15 minutes pour chaque intervenant et nous prendrons ensuite le temps restant pour des questions-réponses. Je vous propose, Monsieur Leclerc, de démarrer et de lancer cette table ronde. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde sur un sujet qui concerne tous les élus de France et qui les préoccupe d'ailleurs. J'étais ce matin en conseil territorial, on a parlé de santé mentale mais en se disant qu'il faudra qu'on fasse une réunion spécifique sur ce sujet. Donc, vous m'avez interrogé un peu, la question c'était quels sont les outils dont disposent les élus pour favoriser l'inclusion des personnes concernées par la santé mentale. J'ai envie de vous répondre que ces outils sont de 3 ordres. D'une part, et certainement la plus essentielle, c'est la volonté politique de ne pas en rester qu'aux compétences obligatoires de la commune et donc de s'occuper de cette question. La deuxième, c'est l'argent, car en fonction des capacités budgétaires de la collectivité locale, on peut plus ou moins faire. La troisième, c'est certainement pour moi, à partir de mon expérience, avoir un centre municipal de santé pour pouvoir exister dans la CTPS, les communautés professionnelles territoriales de santé, parce que c'est extrêmement utile pour le lien, la convergence des efforts et la capacité d'agir. Et puis, comme outil, un 4e point, il y a aussi le contrat local de santé. Nous avons signé hier notre 3e contrat local de santé avec la préfecture, l'ARS et la Caisse nationale d'assurance maladie. Le contrat local de santé est un outil porté conjointement par tous ses partenaires et qui vise normalement à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Alors, pour Gennevilliers, nous en sommes, je l'ai dit, au 3e contrat local de santé signé avec l'ARS. Et c'est dans ce contrat que nous pouvons décliner des axes d'intervention locale en matière de santé qui comportent le conseil local sur la santé mentale. Un conseil local sur la santé mentale est un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants des usagers, les aidants et l'ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de définir et de mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l'amélioration de la santé mentale des populations concernées. Alors, ce conseil permet une approche locale et participative concernant la prévention et le parcours des soins. Il associe les acteurs sanitaires, sociaux et toute personne intéressée du territoire et il définit des objectifs stratégiques et opérationnels. En parallèle du contrat de santé mentale, nous avons aussi mené une politique assez volontariste de travail sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap, dont le handicap mental. Nous avons dû former nos personnels animateurs, crèches, centres de vacances, associations sportives et culturelles. Alors, pour être franc, cela a mis un peu de temps pour lever les réticences, mais maintenant nous avons un problème, c'est que nous sommes soumis à un questionnement un peu inverse. On est passé de la question « il faut accueillir les enfants ou personnes porteuses d'un handicap » à quelles limites, quelles sont nos limites pour ne pas faire de mal à ces enfants malgré notre bonne volonté et quelles limites entre l'inclusion
et le péri-éducatif adapté. Alors, ce n'est pas simple d'un point de vue budgétaire quand on est conduit à avoir un animateur pour un enfant, ce qu'on a dans pas mal de centres de loisirs, mais plus fondamentalement, ce qui est de l'inclusion et du spécifique. Alors, c'est relativement simple pour les enfants qui sont dans un parcours scolaire, plus difficile pour les enfants que les parents nous adressent quand l'IME ferme pour congé. Et ça arrive de plus en plus souvent, la fermeture d'IME pour congé, avec des parents qui se retrouvent sans solution et donc se retournent vers les municipalités. Le manque de structures et de moyens dans les structures spécialisées peuvent peser sur notre capacité à mener des politiques d'inclusion dans de bonnes conditions. Dans les moyens que nous nous donnons, tout n'est pas financé et tout n'est pas une histoire d'argent, mais ça peut être le fruit de collaboration, d'entraide, pour essayer d'avoir localement un parcours d'insertion dans la ville de la personne porteuse de handicap et d'handicap mental. Je pense on a une mission handicap dans la ville municipale qui travaille avec les usagers, réunit les personnes porteuses de handicap pour concerter, recenser les problèmes, ce qu'ils perçoivent comme étant inadaptés dans la ville pour toutes et tous. On travaille sur l'accueil, je l'ai dit tout à l'heure, en centre de loisirs, en crèche. On a travaillé, ce qui ne nous coûte pas d'argent, hormis le fait qu'on a trouvé un terrain, sur l'installation d'une crèche pour enfants autistes avec la mutuelle Mayotte, par exemple. Nous avons dans la ville 7 ESAT pour les adultes, ce qui permet aussi l'insertion des adultes. Et depuis 2 ans, un UEMA, c'est-à-dire une unité d'enseignement maternel pour la scolarisation, notamment d'enfants porteurs du syndrome d'autisme. Et nous essayons de postuler pour que ça puisse passer en élémentaire, parce que sinon on s'arrête à la maternelle. Et puis, nous travaillons en ce moment sur un projet de logement géré par une association pour adultes en situation de handicap mental, mais qui peuvent avoir un minimum d'autonomie. Et donc, dans les prochaines constructions, il y a tout un étage qui pourra être réservé à cette association. Alors, j'en reviens quand même à notre contrat local de santé signé avec l'ARS, dont un des axes de travail est la santé mentale avec le Conseil local de santé mentale. C'est notre principal outil pour intervenir sur ce sujet. Un des premiers boulots a été d'engager un diagnostic sur la santé mentale avec les professionnels et les institutions en 2020. Le premier renseignement, mais je pense que c'est celui qui doit être tiré partout dans toutes les villes, sans même faire de diagnostic tout de suite, c'est que faire des diagnostics pour agir, c'est bien, mais le premier diag, c'est qu'on manque de pros pour agir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire un diagnostic sur l'état de la population. Le problème, c'est comment on fait pour travailler et comment on peut avoir des professionnels pour travailler sur le sujet. Ensuite, nous avons connu, à partir de 2020, un petit trou dans notre activité à cause de la Covid et puis un problème de recrutement qui a été réglé depuis. Et donc là, nous faisons ce diagnostic sur la santé mentale avec les professionnels, après celui avec les professionnels et les institutions. Maintenant, on fait directement avec les habitants. Et donc, vers la fin de l'année, nous aurons ce résultat de ce diagnostic fait avec les habitants. Alors, notre conseil local de santé mentale s'est fixé comme objectif 3 objectifs. Le premier, c'est de déstigmatiser la santé mentale par les problèmes de santé mentale, par la communication, l'information et surtout la formation des professionnels. Le deuxième, c'est de travailler sur l'inclusion des personnes atteintes de troubles. Il y a la question du logement, avoir un chez-soi d'abord, et il y a le GEM, créer un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Et le troisième, c'est renforcer les coordinations entre les professionnels. Alors, nous nous sommes engagés, ça y est, sur la création du groupe d'entraide mutuelle. Ça met du temps, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, et qui a pour objectif d'inclure des personnes porteuses de handicap dans la ville, dans une forme d'autogestion, pour aller chercher les autres, et pas seulement le handicap reconnu, mais aussi les personnes qui se sentent fragilisées psychologiquement ou isolées. Et donc, ce groupe existe là maintenant dans la ville. On cherche à trouver un local pour leur permettre d'avoir une forme de permanence, mais ils ont des permanences dans la ville pour l'instant en fonction des salles disponibles. Et on monte en puissance sur ce travail. Et nous popularisons leur action aussi de ce GEM auprès des professionnels et des habitants. Donc, la création a eu lieu en mai 2022 avec un financement de l'ARS après 2 ans de maturation.
Ça a été surtout le fruit de la réactivation de notre conseil local de la santé mentale qui a permis de passer à concrétiser cette création de GEM. Nous sommes aussi ainsi dans les objectifs de notre observatoire local de santé qui travaille comme il se doit sur des questions de santé communautaire, dans le sens québécois, je crois, du terme, qui se travaille donc à associer les gens au diagnostic et à l'action, qui travaille à aller vers les publics. Et notamment, on va vers beaucoup, puisqu'on a beaucoup de foyers de migrants à Gennevilliers, vers les foyers de migrants, mais aussi on prend appui sur l'espace santé jeune municipal qui travaille en direction de la jeunesse et aussi un travail en direction des PMI, puisque là aussi on a un lieu de contact et de détection de populations parfois très fragiles. Je me permets juste de vous dire que vous êtes à 8-9 minutes. Et j'aurai fini dans 2 minutes, même pas, 1 minute. Par le biais de la CTPS, nous travaillons avec les libéraux généralistes aussi sur un projet de santé mentale. Le pôle universitaire de médecins libéraux propose une maquette de stage pour sensibiliser les nouveaux libéraux de la ville sur les questions de santé mentale au sein des CMP, comme avec les généralistes, avec une rencontre une fois toutes les 2 semaines de psy et de généralistes de la vie, et tout ça coordonné par CTPS, notamment le DAC, l'ADAC en l'occurrence. Notre conseil local de santé mentale a travaillé aussi à une formation des agents municipaux au premier secours en santé mentale. Alors, tout ce travail avec des professionnels, des habitants, nos structures municipales, nous a permis aussi de repérer un problème de manque de nomenclature, de remboursement en psychologie pour créer des postes dans notre centre médico-social, par exemple, où il n'y a pas de remboursement, c'est-à-dire quand un psychologue consulte, c'est soit gratuit, soit rien, ou par le biais de subventions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de psychologue en CMS qui se paye par des consultations à l'acte, par exemple. Il faut forcément une subvention sur un projet. C'est de notre point de vue un frein pour le développement de cette activité sur lequel il faudrait se pencher pour faire changer un peu les règles. Enfin, et pour finir, dans nos outils, nous avons aussi nos réunions d'associations d'élus au sein de l'association des maires d'Île-de-France pour échanger des expériences, des auditions, pour monter aussi nos revendications auprès de l'ARS ou du ministère de la Santé. Et pour ma part, je ne désespère pas d'arriver à construire un projet sur une politique de soins des maladies mentales dans les quartiers populaires à partir de ces réunions d'élus, de professionnels et de malades de ces quartiers, et de présenter un projet à l'ARS plutôt que de répondre à des appels à projets, inverser le processus, faire monter la demande du bas plutôt que des décisions du haut. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc, pour tous ces éléments extrêmement riches. On voit que se déclinent déjà quelques éléments et quelques mots-clés. Et en même temps, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Andrew Kongva reprendre cette question-là parce que je trouve que vous avez fait une excellente transition entre le rôle d'élu et le rôle de coordinateur de projet territorial de santé mentale. Écoutez, bonjour à tous. Et puis, écoutez, je suis très heureux de partager ce moment d'échange et de réflexion avec vous. Je vais essayer d'être aussi concis que M. Leclerc. Difficile parce que j'ai tendance à être un peu bavard, mais je vais tenir le timing. Vous m'avez demandé d'intervenir, enfin, vous m'avez suggéré d'intervenir sur 3 questions. La première, c'est pourquoi penser la santé mentale à l'échelle des territoires, du territoire. La deuxième, c'était sur comment les PTSM peuvent contribuer à limiter ou à réduire les inégalités sociales, les inégalités territoriales, plutôt, c'était la question. Et puis ensuite, de donner quelques exemples. Donc, sur la première question, pourquoi penser la santé mentale des citoyens à partir du territoire? Alors, le territoire, c'est très à la mode. Hein. Tout est territorialisé maintenant. Les CPTS qui ont été cités, le contrat territorial, enfin, voilà. Ça reste effectivement une notion clé tout à fait importante, mais je ne parlerai pas du territoire, mais des territoires. Parce que c'est très important de considérer que, et ça a été vraiment une très grande difficulté ou complexité quand on aborde un PTSM, où on essaie de travailler en transversalité sur l'ensemble des acteurs du sanitaire, du médico-social et du social, qui, s'ils arrivent un jour à travailler véritablement ensemble, pourront apporter un accompagnement ou une prise en charge globale
qui permettra à chacun de faire vraiment son travail sans être complètement bloqué, embolisé par les difficultés que rencontrent les personnes qui, elles sont véritablement globales. Alors, la question des territoires, elle est complexe parce que quand on commence à se dire qu'il faut travailler avec les secteurs de psychiatrie adulte, les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, mais aussi sur les territoires d'insertion des conseils départementaux, sur les territoires des CLSF, qui sont les territoires communaux, sur les territoires de la PMI, parce qu'on travaille sur la question de la périnatalité qui est très importante sur ces questions de santé mentale. Enfin, je pourrais continuer la litanie des territoires. On se retrouve avec une douzaine de cartographies. Et si on a l'intelligence de les faire sur papier calque et de le superposer, on voit qu'il n'y a aucune ligne qui s'ajuste. Donc, c'est compliqué. Pour autant, il faut comprendre que la coordination, l'articulation entre ces acteurs du sanitaire, du médico-social et du social est tout à fait déterminante dans la prise en charge de cette problématique. Chacun des intervenants individuellement ne peut pas travailler sans l'articulation avec les autres. Et ne retenez, pour faire vraiment très court, on viendra dans le débat là-dessus, mais il faut retenir que cette articulation ne se décrète pas. Il ne suffit pas de pondre un texte de loi ou de dire « tiens, c'est comme ça qu'il faut travailler ». Voilà. Ça ne peut que se construire, et ça ne peut que se construire à l'échelle qu'on dit infraterritoriale, à l'échelle locale, où effectivement les gens vont apprendre intuitu personné presque, à travailler ensemble. Alors, une autre difficulté, et je m'arrêterai là sur cette question-là, c'est que, à laquelle on est vraiment confronté, c'est que il y a quelques années encore, les gens restaient 7-10 ans sur un poste ou dans une institution. Juste avant la crise, on était déjà passé à 3-5 ans. Et là, post-crise sanitaire, on voit réellement un phénomène d'accélération de ces processus de turnover. Et la difficulté de ces articulations sur du territoire local, de travailler sur ces collaborations, elle est fragile. Elle est fragile parce que dès qu'une personne quitte son institution, sa fonction, son poste, il y a souvent une période de vacances où le soufflet retombe et il faut tout reconstruire derrière. Enfin, voilà. Donc l'un des objectifs aussi des PTSM, enfin en tout cas d'une autre, c'est de vraiment travailler à instaurer des relations institutionnelles entre les différents acteurs et pas que des relations personnelles. Mais toujours à l'échelle vraiment de là où c'est véritablement opérationnel et où ça peut fonctionner, où on peut vraiment construire des choses. Donc, on en arrive logiquement à la question suivante sur ces territoires, c'est comment le PTSM contribue-t-il à réduire les inégalités territoriales? Alors, je reposerai la question, comment le PTSM envisage-t-il de réduire les inégalités territoriales et en partant du principe peut-être que ces inégalités territoriales sont avant tout des inégalités sociales. Et que donc, c'est justement en déployant tout ce que je viens de dire avant et en créant les conditions de réponse aux besoins des personnes concernées localement qu'on arrivera effectivement en s'appuyant sur l'existant et en essayant de développer ces différentes réponses à harmoniser un petit peu. Et beaucoup d'acteurs, notamment du sanitaire, de la psychiatrie, trouvaient très intéressant pour une fois finalement de travailler à l'échelon départemental parce que ce n'était pas leur habitude. Ils étaient plutôt sur des logiques de secteur, sur des logiques de GHT, sur des logiques de… Voilà, encore une autre cartographie. Mais pas forcément à l'échelle départementale. Or, il y a une certaine logique quand même, si on veut s'appuyer justement dans une transversalité avec le social, où l'essentiel de l'offre en social est porté par notamment le conseil départemental et l'ensemble de ses services. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors, j'ai quand même une petite inquiétude à ce niveau-là, c'est que les financements sont souvent encore sur des appels à projets et sur la capacité qu'auront justement les acteurs de ces territoires à répondre à des appels à projets. Et on sait très bien que plus un territoire est plutôt aisé,
plutôt richement dotés en équipement personnel, les deux étant souvent liés, plus ils auront une capacité à répondre à ces appels à projets. Et donc, on peut être, il y a une certaine dynamique, une certaine logique à aggraver encore plus les inégalités territoriales et donc sociales de santé, en demandant, en proposant aux acteurs de répondre à des appels à projets et en laissant chacun la capacité d'y répondre. Donc là, il y a vraiment besoin d'une proactivité pour essayer justement d'orienter dans une logique départementale qui n'est pas la logique des financements des différentes tutelles de l'ARS, entre autres. Voilà, donc on pourra revenir dans la discussion là-dessus, mais on est dans la même logique que les campagnes de prévention somatique qui, de par leur conception et de par la manière dont elles sont véhiculées, touchent finalement, même si elles sont très efficaces, elles touchent finalement plus les gens qui en ont le moins besoin. Et donc, voilà, elles sont efficaces, mais elles aggravent les inégalités sociales de santé au lieu de les réduire. Alors, faisons très attention parce qu'il y a vraiment ce risque-là aussi au niveau des PTSM. Or, les projets territoriaux de santé mentale, dans leur définition, enfin dans leur mission, la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé fait partie des priorités. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu complexe, mais voilà, on y travaille sérieusement. Alors, vous arrêtez tranquillement à 9 minutes. Voilà, donc je termine sur quelques exemples. Alors, évidemment, dans le cas du PTSM, on va essayer de développer ce qui marche et, pour tout ce qui est inclusion et tout ce qui est orienté rétablissement. Donc là, tout ce qui est GEM, tiers-lieu, tout ça. Enfin, voilà. Mais surtout, l'idée, si on veut favoriser la participation sociale des personnes vivant avec des troubles psychiques, on travaille essentiellement quand même sur l'accès au logement, le maintien, l'accès à l'emploi, mais surtout le maintien, parce que c'est finalement parfois presque plus facile d'accéder à un logement ou à un emploi que de s'y maintenir. Donc là, il y a tout un travail de fond à mettre en œuvre, voilà, tout azimut et de manière transverse, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, ça suppose de travailler aussi à la déstigmatisation, au fait de limiter l'autostigmatisation que ces personnes peuvent avoir. Donc, tout un travail également avec des institutions comme l'éducation nationale, évidemment, et avec toute la difficulté qu'on a à travailler avec des institutions qui sont elles-mêmes très en difficulté. Voilà, je cite un site, mais il reste 4 ou 5 médecins scolaires sur tout le Val-de-Marne. Voilà, et évidemment, ils ne savent plus où donner de la tête, ils gèrent que les urgences absolues, et donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais l'idée, c'est que vraiment, notre PTSM a été très orienté rétablissement, et donc la notion de société inclusive est au cœur de la réflexion. Voilà, je m'arrête là pour vraiment avoir le temps de répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir sur ces enjeux-là. Merci beaucoup donc, de cette déclinaison, effectivement, du projet territorial de santé mentale et de ses enjeux. Vous parlez effectivement du lien et du focus rétablissement qui s'inscrit pleinement justement dans les dimensions citoyennes des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, donc de nos concitoyens qui vivent avec des troubles psychiques. Et vous faisiez un peu le lien sur justement la question de la participation sociale et l'accès, pour le coup, à certaines dimensions qui participent de la citoyenneté, dont la question de l'emploi. Je donne la parole à Alex Dubus pour travailler sur la question de l'emploi accompagné. Merci Bruno, bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier chaleureusement le CAPSI pour son invitation aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de répondre à la question suivante que j'ai un petit peu problématisée, qui serait finalement, et ça fera le lien avec les personnes qui ont parlé juste avant moi, en quoi le dispositif de l'emploi accompagné participerait-il d'une démarche inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Et j'espère à travers cette courte présentation que ça pourra peut-être vous donner des éléments de réponse et surtout vous faire découvrir notre activité qui est assez récente. Alors je commencerai tout d'abord par vous présenter ce qu'est l'emploi accompagné, d'où ça vient, d'accord. C'est un accompagnement qui est spécifique vis-à-vis des personnes en situation de handicap vers l'emploi, dans l'emploi et entre emploi.
D'accord. L'objectif principal de l'emploi accompagné va permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder et de se maintenir en emploi en sécurisant leur parcours professionnel et en leur donnant vraiment toutes les clés pour qu'elles puissent elles-mêmes devenir actrices de cela. Et ça va être également, et c'est là toute l'originalité du dispositif, hein, un accompagnement de l'employeur, d'une équipe de travail, d'un manager, pour accueillir une personne en situation de handicap sur un lieu de travail, parce que, la preuve en est encore aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas quelque chose qui va de soi. Et donc, l'emploi accompagné va se situer comme, d'une certaine manière, un médiateur entre ces deux instances, qui est une personne en situation de handicap et une entreprise. Alors, d'où ça vient? On pourrait se poser la question. L'emploi accompagné, ça existe depuis assez longtemps dans le monde. On pourrait revenir en tout cas en France aux années 40, aux premières tentatives d'ergothérapie au sein d'institutions psychiatriques où finalement on aide les résidents à se mettre en activité et où ça va finalement avoir une action d'insertion dans le monde, où les personnes peuvent avoir une touche sur le monde et ça va les aider à retrouver un petit peu du sens de leur vie et on pourra avoir des baisses ou finalement dans les symptômes ou en tout cas ça participerait à un rétablissement. Et puis, finalement, l'emploi accompagné a pris naissance dans les années 70-80 dans des pays anglo-saxons tels que les États-Unis, où au départ, c'était surtout adressé à des personnes qui souffraient d'une déficience intellectuelle et où on plaçait ces personnes dans des entreprises pour qu'elles puissent acquérir un métier et puis ensuite devenir autonomes financièrement, nouer des liens sociaux au sein d'une entreprise, avoir un logement. Voilà, un peu la démarche qui s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle le rétablissement. Et puis, finalement, le concept de l'emploi accompagné, c'est développé, à voyager dans le monde, et puis il s'est installé en Europe depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus en Belgique, en Espagne, donc aux Pays-Bas, et où aujourd'hui, depuis en tout cas 1993, il y a une association européenne des dispositifs emploi accompagné qui coordonne son développement en Europe. Les premières tentatives en France d'importation de ce dispositif, on peut les dater dans les années 90, notamment à Strasbourg, et puis il y a eu une vague d'expérimentation de 2012 à 2014 sur le territoire français. Et puis finalement, le dispositif est rentré en tant que service public, d'une certaine manière délégué à des associations, en 2016 par la loi Travail El Khomri. Et donc, de 2017 à 2018, il y a eu des appels à projets où l'État a demandé à des associations de se positionner pour faire vivre ce dispositif et le mettre en place. Et donc, l'œuvre Falleret, où je travaille, est opérateur de ce dispositif en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines. Alors, s'il n'y a pas de questions à ce stade, et je serais ravi en tout cas d'y répondre par la suite, j'aimerais vous exposer sur quel principe repose l'emploi accompagné. Tout d'abord sur le principe d'autodétermination, au sens où la personne qui va être intégrée au dispositif, je vous expliquerai comment ça marche un peu après, est actrice dans le choix et la mise en œuvre d'un projet professionnel qui va lui être propre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire à la place de la personne, on va soutenir la personne pour qu'elle puisse être maîtresse de son avenir professionnel et de comment elle va le mettre en œuvre. On va être un peu un filet de sécurité pour la personne. Et puis ça va faire un appel d'air sur un autre principe qui est celui de pouvoir d'agir. Parce que la personne, en étant actrice de son propre destin, retrouve finalement des marges de manœuvre dans ses capacités à interagir avec son environnement. Et puis ça fait un appel d'air à un troisième principe qui est celui du rétablissement, au sens où être en activité et s'y maintenir, ça participe de trouver une place au sein d'un collectif de travail. Et puis, par extension, dans la société également. Et ça va ouvrir pour la personne des possibilités de développer de nouvelles capacités et de ne pas être réduit à une situation de handicap.
Et c'est ça, en tout cas, l'objectif qui est poursuivi lorsqu'on accueille des personnes au sein de nos dispositifs. Alors, si on met un petit peu plus les mains dans le cambouis, si vous le voulez bien, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, aujourd'hui, les personnes qui pratiquent ce métier, on les appelle des job coachs, des conseillers ou des conseillères emploi accompagnés, si on utilise une terminologie française. Donc, ce n'est pas encore un métier qui est inscrit au registre national des métiers, c'est un métier qui est encore en construction, mais vous allez avoir des gens avec des formations très diverses. Par exemple, à l'œuvre Falleret, on va avoir des personnes qui sont EduxP, éducateurs spécialisés, psychologues, qui ont une formation de conseiller en insertion professionnelle et qui vont, à travers 4 modules, aider la personne soit à définir un projet professionnel, ou tout du moins qui est un peu déjà construit, soit à faire des recherches d'emploi ou à aider la personne à se maintenir en emploi. Donc ces 4 modules, c'est on évalue la situation professionnelle de la personne dans un premier temps. On se demande, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait comme formation, quels peuvent être les freins de la personne, qu'est-ce qui peut agir comme levier dans son environnement pour qu'elle formalise un projet pro. On va essayer ensuite de déterminer ce projet, soit en essayant de l'aider à trouver une formation, ou tout du moins à essayer de formaliser sa recherche par la création d'un CV, d'une lettre de motivation, et surtout d'entamer tout un travail sur comment je parle de ma situation de handicap. Et puis, par la suite, avec l'accord sine qua non de la personne et l'acceptation de l'entreprise dans laquelle elle pourra aller travailler suite à ses recherches, on accompagne la personne en emploi, et c'est là où on peut agir en tant que médiateur envers l'entreprise et la personne en situation de handicap. On va essayer de procéder à un appariement de besoins, parce que les personnes en situation de handicap vont avoir des besoins, les entreprises aussi. Ces besoins ne se rejoignent pas forcément tout le temps de facto, et donc nous, on va essayer de faire un travail un peu de traduction pour que ces besoins s'apparient au mieux et que la personne se maintienne en emploi. Et que une équipe de travail ou un employeur puisse en tout cas se sentir également en sécurité. Donc cet accompagnement, il se formalise avec un référent ou une référente unique pour la personne et pour l'employeur, un soutien qui va être donc individualisé avec une fréquence que l'on définit en fonction des personnes et de leurs besoins, qui peut être hebdomadaire ou mensuel. Et puis, on va surtout s'adapter aux besoins de la personne. C'est-à-dire que là où l'approche est intéressante, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être difficile par rapport à la personne sur son activité de travail, avec ses collègues, etc. Et puis on va voir si on peut mettre en place soit des outils ou tout du moins proposer une écoute. Je trouve que l'écoute aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui va aider la personne à se sentir en confiance. D'accord ? Donc, je pense que ce qui nous différencie aujourd'hui d'un pôle emploi ou d'un Cap emploi, c'est cette relation tripartite, cette notion de relation tripartite où on va accompagner tant un employeur qu'une personne en situation de handicap. Alors pour en bénéficier, le dispositif s'adresse à des personnes qui bénéficient d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à partir de 16 ans, qui sont en recherche d'emploi ou en emploi, ou qui sortent des actes. Et puis, on accompagne tout type de situation de handicap. On est un service qui est généraliste. Et on va proposer, donc, en fonction de ce dont la personne a besoin, différentes intensités d'accompagnement. Et un conseiller ou une conseillère vont avoir au maximum 20 personnes à accompagner, justement pour qu'elles puissent avoir cette flexibilité et accompagner les personnes en entreprise. Je vais un petit peu vite parce que je sais qu'on est limité par le temps et je pourrais vous en dire bien plus, mais pour en bénéficier, comment faut-il faire la demande peut être spontanée, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à un dispositif emploi accompagné avec préférablement un avis circonstancié d'un professionnel du médico-social. Ça peut être par prescription de l'un des services publics pour l'emploi, un pôle emploi, Cap emploi ou mission locale, ou par une orientation d'un service médico-social. Et donc, aujourd'hui, on arrive en tout cas à un chiffre qui est, pour fin 2021, c'est la dernière étude qui a été faite, à environ 5291 personnes accompagnées sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ou plus
opérateurs emploi accompagnés sur chaque département. Et donc, cela est financé par la GFIP, le FIP et la Direction générale de la cohésion sociale. Sur chaque département, c'est peut-être le bas qui blesse, on a un nombre de places limité. Bruno, j'ai encore 2 minutes ou pas? Juste pour que je time un petit peu. Tout à fait, ça fait à peu près la 10 minutes. Donc, effectivement, il y a l'idée de travailler aussi sur les 2 dernières questions autour de en quoi ça peut être indiqué, notamment pour les handicaps invisibles, et le lien, effectivement, avec l'inclusion sociale, de façon à aussi réouvrir. Je vais peut-être vous présenter cela sous la forme des avantages que nos dispositifs peuvent avoir pour les personnes accompagnées, pour les entreprises, et j'atterrirai peut-être sur en quoi ça joue sur de l'inclusion sociale, d'accord? Justement, pour des personnes qui vont être en situation de handicap, et particulièrement peut-être pour les situations de handicap invisibles, telles que celles provoquées par les troubles psychiques, tout d'abord, au sein de notre dispositif, on apprend à parler de son handicap. Et ça, ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les troubles psychiques. Et ben, nous, on va apprendre aussi aux personnes à parler pour elles de ce qu'elles traversent et des besoins qu'elles vont avoir en entreprise. C'est un accompagnement qui va être vraiment plastique en fonction des besoins. Ça va permettre aussi aux personnes bénéficiaires du dispositif de disposer d'un interlocuteur extérieur pour discuter des situations qui sont complexes avec les collègues, la hiérarchie et les difficultés qu'elles peuvent avoir dans leur activité de travail. Donc, il y a vraiment un soutien personnalisé qui permet de se maintenir en emploi. Et à mon avis, ça participe vraiment de l'inclusion. Et ça apprend également aux personnes à devenir actrices de leur projet professionnel et décisionnaires. Pour les entreprises, moi, je pense que c'est déjà l'opportunité pour une entreprise de réfléchir à une organisation différente et de jouer un rôle dans ce qui participe de construire une société inclusive, où on va essayer de réfléchir à ces process et comment est-ce qu'ils peuvent, ces process peuvent être adaptés au plus grand nombre. C'est aussi éviter des incompréhensions avec une équipe de travail et une hiérarchie. C'est sécuriser un recrutement parce que justement, on a un interlocuteur qui permet un peu de déconstruire les difficultés dont on ne souhaite pas parler ou qu'on veut éviter ou on ne sait pas comment aborder. D'accord ? C'est d'éviter également des abandons de poste et des arrêts de travail, parce que justement, le conseiller emploi accompagné va essayer de prévenir en amont les difficultés et jouer encore une fois ce rôle de médiateur. Et donc, à mon sens, ce dispositif, voilà en quoi il participe de permettre une démarche inclusive, c'est-à-dire que des personnes en situation de handicap peuvent accéder à l'emploi et s'y maintenir avec ce rôle de filet de sécurité, et une entreprise peut avoir un interlocuteur dédié pour vraiment avoir un accompagnement dans la durée, sans limite, sur comment est-ce que je fais quand moi-même, je n'ai pas forcément été formé à discuter avec une personne qui va avoir une situation de handicap qui ne va pas de soi. Voilà. Alors j'espère que ça aura peut-être permis de répondre à ces questions. Je pourrais tout à fait y répondre s'il y a des points aveugles que je n'ai pas abordés. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça a été clair. Et je redonne la parole à Bruno. Merci beaucoup, Alex. Ce que je vous propose, c'est qu'il est 14h09, que l'on passe peut-être, Carmen, directement aux questions oui. issues Et du j'ai chat. des questions pour chacun des participants, donc c'est parfait. C'est parfait. On va commencer par Monsieur Leclerc. Le territoire où j'exerce n'a pas de CLSM. Comment impulser la dynamique auprès des élus et des acteurs locaux? Je pense qu'il faut que vous mettiez votre micro. Oui, je me suis trompé de bouton, je l'ai éteint. Je disais, bonne question, ça dépend beaucoup de vos élus, mais je pense que la mobilisation de professionnels, les élus ne sont pas trop obtus s'ils sentent qu'il est possible d'organiser ce contrat local de santé. Il faut que les professionnels bougent et puis en prenant rendez-vous avec l'élu à la santé ou le maire pour lui suggérer cette création. Peut-être utiliser aussi les résultats qu'il peut y avoir, les expériences des autres collectivités locales, ça peut les aider à se mobiliser.
Pour les élus, le plus grand frein en général, c'est la première réponse qu'ils vont vous faire, c'est combien ça coûte. Donc, il faut peut-être d'abord le présenter aussi comme étant un moyen de coordination d'outils en place et de mise en mouvement. Puis, peut-être que le premier acte aussi, c'est parce qu'il n'y a pas des CTPS partout, et la CTPS coordonnée par un DAC est aussi un moyen de pousser à ces réalisations, à ces innovations municipales. Alors, la situation est différente selon les villes parce que s'il n'y a pas de structure municipale de santé, la ville peut disparaître de la CTPS. Donc, ça peut être une limite. J'ai vu qu'il y avait la DAC de notre DAC était en ligne en visio, donc elle pourra peut-être en rajouter. Elle pourra dire d'ailleurs si j'ai dit des bêtises dans mon introduction. Mais le travail ville, libéraux et le travail de coordination est extrêmement important pour créer une dynamique. Et c'est ça qui pousse en fait, à la fois on est moteur, nous comme ville à Gennevilliers, je pense, mais en même temps, les libéraux sont moteurs. La dynamique nous entraîne au final à rentrer dans les contrats locaux de santé et à développer de plus en plus. Mais bon, après, c'est une histoire de... Enfin, là, je peux que vous répondre que par la pression gentille au début auprès de vos élus pour pouvoir créer ces contrats locaux. Et puis après, si elle n'est pas gentille, à vous de voir, il y a des modes de mobilisation différents selon les traditions territoriales. Merci, Monsieur Leclerc. Pour Monsieur Canva, bonjour. Pourriez-vous nous illustrer de façon concrète une ou deux actions menées dans votre département? Je vais profiter de la question d'avant pour dire que dans notre PTSM, par exemple, on souhaite développer les CLSM, participer au développement des CLSM parce que ça nous semble extrêmement important et qu'on se dit que peut-être que ça fait 15-16 ans maintenant que le concept est sur la table et qu'on essaie de le développer. Et sur le Val-de-Marne, il y en a 5 qui fonctionnent. Autant dire qu'il y a des trous dans la carte, il n'y a même pas beaucoup d'espace de drapeaux sur la carte. Peut-être qu'en utilisant donc la dynamique PTSM, on peut créer finalement localement les outils dont ont besoin les acteurs pour développer leur politique de transversalité et de coopération. Et donc, ça changerait un petit peu la donne. Après, oui, disons qu'il faut arrêter peut-être de vouloir faire la séparation entre les choses et de dire que souvent on a tendance à vouloir psychiatriser un peu les questions sociales en disant si les psychiatres interviennent ou si je raccourcis, je fais vraiment très court parce que voilà, mais fondamentalement c'est ça. Si les psychiatres prennent en charge un certain nombre de personnes qui ne s'intègrent pas, qui ont des problèmes dans la société, ça simplifiera les choses. Mais on n'est pas dans la santé mentale. Nous c'est pas un projet de psychiatrie. C'est un projet de santé mentale. Et donc, que l'ensemble des élus territoriaux comprennent que pour travailler sur la santé mentale et pas sur l'offre de soins en psychiatrie ou l'accès aux soins en psychiatrie, eh ben, il faut travailler sur les déterminants de la santé mentale. Et les déterminants de la santé mentale, c'est ni plus ni moins que toutes les délégations qu'il y a autour d'une table d'un conseil municipal. Il n'y a pas un seul adjoint au maire qui n'est pas en charge d'une délégation qui, à un moment donné, va avoir une répercussion sur la santé mentale de ses concitoyens. Et je pourrais avoir exactement le même discours, j'ai exactement le même discours au niveau du conseil départemental. Il n'y a pas une seule vice-présidence du conseil départemental qui n'est pas en charge d'un secteur d'activité, d'un département qui est en lien avec un déterminant de la santé mentale. Et c'est comme ça qu'on parlera bien de santé mentale et pas simplement par le petit bout de la lorgnette de dire il y a un problème d'accès aux soins en psychiatrie dans ce pays, où il y a un problème démographique, il y a un problème de, c'est pas, voilà. Mais sinon, pour élargir la réponse très rapidement, on travaille sur de périnatalité jusqu'à, alors on n'a pas pris les personnes âgées parce qu'on n'a pas réussi à constituer un groupe, mais toutes les problématiques de la santé mentale adulte. En périnatalité, par exemple, on va travailler sur la mise en relation entre la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie, et on a découvert à quel point ces spécialistes ne se parlaient pas, et chacun défendant son patient. Et quand on défend la mère, on ne défend pas forcément l'intérêt de l'enfant, et quand on défend arc-bouter l'intérêt de l'enfant, c'est peut-être au détriment de la mère. Donc, qui fait les arbitrages entre les deux?
Et puis derrière, s'il n'y a pas un accompagnement social, dans la plupart des situations, on n'arrive à rien de façon. Donc, arriver à mettre tout le monde autour de la table, c'est extrêmement important et on fait ça, on essaie de mettre ça en place dans les maternités, par exemple. Ce sont des lieux où les choses peuvent se prendre en charge. Et puis, on va y inclure l'éducation nationale parce qu'il y a une problématique sur les grossesses précoces de jeunes filles qui sont scolarisées encore et c'est très compliqué. Et puis la PJJ, parce que ça concerne aussi les enfants. Et puis l'aide sociale à l'enfance aussi, parce que voilà, il y a toutes ces questions-là. On essaie de faire de l'énergie, de faire en sorte que les gens appréhendent ces situations vraiment de manière beaucoup plus collective et pas chacun dans son coin comme c'était le cas. À l'autre bout du spectre, on peut parler de l'accès au logement, je l'évoquais tout à l'heure, mais et surtout le maintien dans le logement. Et donc, on a bien vu, puis il y avait des expériences dans d'autres lieux qui montraient que des équipes pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, qui vont au domicile de manière extrêmement précoce, quand il y a alerte des gardiens d'immeubles, par exemple dans les logements sociaux, ça peut permettre de gérer des situations beaucoup plus précocement avant que ça dégénère complètement et avant qu'on ne puisse plus intervenir. Je veux dire, si on appliquait ça à nombre de situations où il y a un glissement vers du Diogène, par exemple, on pourrait faire quelque chose. Quand la situation est cristallisée, c'est trop tard. Enfin, on ne sait plus comment faire. C'est la patate chaude, chacun essaie de se le renvoyer à l'autre. Donc voilà. Donc, tout ce qui va permettre de travailler de la manière la plus précocement possible et de créer ces lieux de coordination. Donc, dans certains cas, le lieu idéal serait le CLSM. Parce qu'on est sur cette logique de territoire pertinent. Voilà, maintenant, sur l'emploi, c'est pareil, on essaie de mettre en place des dispositifs pour montrer que finalement, on dit que dans l'entreprise, il n'y a pas une culture, il y a une stigmatisation, il n'y a pas… Mais non, c'est pas vrai du tout. On s'est rendu compte à quel point, dans l'entreprise, il y a énormément de salariés qui sont confrontés à titre personnel, pas en tant que salariés, personnel, ils ont un membre de leur famille qui est touché. Ils ont cette compétence un peu expérientielle d'accompagnateur. Et donc, il y a des choses à faire pour augmenter ça. Voilà, j'ai mon écran qui a sauté, mais c'est pas grave. Alors, merci voilà, beaucoup. Vous avez une deuxième question. L'ensemble des PCLE et des plans d'Île-de-France sont disponibles sur le site de l'ARS. Donc, pour avoir des exemples de ce qui est proposé, vous avez toutes les propositions, toutes les actions qui sont listées et accessibles sur le site de l'ARS. Nous allons récupérer ce lien et le transmettre aussi sur nos espaces justement de valorisation pour les participants. Monsieur Canva, vous avez une deuxième question qui est notre PTSM a déjà défini un certain nombre d'actions. Demeure la question de leur financement qui me semble encore incertaine. Oui. Incertaine, oui et non. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été… en gros, ce qu'on nous avait dit, c'est que si c'est des initiatives à ISO-ressources, vous roulez, vous le faites, quoi. On n'a pas attendu la consigne d'ailleurs pour le faire. Tout ce qui a pu être mis en place avec les moyens du bord avance. Après, il y a des gros projets. Il y a des projets de création de lieux, de tiers-lieux. Il y a même un projet de création d'un internat pour enfants avec des troubles du neurodéveloppement ou des troubles du spectre de l'autisme, parce qu'il n'y a rien du tout sur le département et qu'il y a besoin de prise en charge d'enfants la nuit parfois, puisqu'il n'y a plus d'internat. Au moins, il pourrait y avoir en complément des hôpitaux de jour, des lieux comme ça. On sait très bien que ce genre de choses ne sera financé que par des appels à projets régionaux que l'ARS mettra sur la table un jour ou l'autre. Voilà. Mais il y a une zone grise entre les deux où, en fait, il y a besoin pour enclencher ces coopérations, il y a besoin quand même de débloquer un demi-poste d'assistant par-ci, un petit poste de psychologue par-là, un petit peu. Voilà. C'est trop important pour être fixé sur les fonds propres des différentes structures qui ne sont pas toutes des grandes institutions. Et puis, ça ne justifie pas non plus la lourdeur d'un appel à projet. Donc ça, c'est des questions qui sont en instance d'être réglées à l'occasion des contrats territoriaux de santé mentale, puisque le projet territorial, c'est un vaste projet sur 5 ans, ambitieux, qui peut se décliner ensuite en plusieurs tranches, chaque tranche étant un contrat territorial de santé mentale avec
cet arbitre au niveau des finances. Mais nous dit que en fait, il n'y a pas de fonds fléchés sur les PTSM, il n'y a pas d'enveloppe PTSM, mais il y a 10 façons de financer des projets dans le cadre des PTSM. C'est dans un échange avec l'ARS qu'on va trouver, et avec les autres institutions, bien sûr, participants, qu'on va trouver les moyens de financer ces dispositifs ou ces initiatives. Voilà, donc il ne faut pas que la dimension, elle est présente, cette dimension financière, mais il ne faut pas qu'elle soit bloquante. Il faut continuer à travailler en se disant que voilà, il y a plein de solutions, il faut juste trouver la bonne. Merci, monsieur Canva. Des questions pour monsieur Dubuc. J'ai compris que l'emploi accompagné accompagne également l'employeur, mais est-ce que ce référent peut aussi sensibiliser les équipes avec qui la personne collabore au quotidien? Une excellente question, bien sûr. J'ai omis d'en parler, mais les conseillères et conseillers emploi accompagnés qui vont en entreprise parce que l'entreprise s'en donne les moyens et qu'elle ouvre ses portes, peuvent tout à fait mener à des sensibilisations auprès des équipes. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, là j'ai quelques exemples sous le bras, dans une institution publique où la personne est allée dans dans le lieu de travail, et puis à discuter en présence de la personne en situation de handicap et de son équipe de ses besoins, de comment les manifestations du trouble peuvent arriver, qu'est-ce que le collectif de travail peut faire dans ce cas-là pour pas qu'ils ne soient impuissants. Donc on est tout à fait amené à mener ce genre d'action, et c'est ça ensuite qui rend l'intégration et le maintien au sein de l'entreprise gagnant. Merci. Une deuxième question, toujours pour M. Dubuc. Bonjour, comment pensez-vous que l'emploi accompagné peut intervenir auprès de personnes en ESAT qui souhaitent faire l'expérience d'une transition en entreprise ordinaire? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très simple à mener. Je pense que déjà, il faut que la personne soit volontaire pour travailler dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Je pense qu'il y a un travail de coopération à faire entre les AT et le service d'emploi accompagné concerné. Je pense aussi que la personne doit faire une demande à la MDPH d'intégrer le dispositif d'emploi accompagné, parce qu'aujourd'hui, les dispositifs d'emploi accompagné peuvent être intégrés sous réserve d'avoir une notification de la part de la MDPH du lieu de résidence de la personne. Donc, il y a cette première chose, ce premier volet administratif qui doit être fait. Par la suite, comment est-ce que la transition peut être faite? Moi, je pense par le biais de périodes de mise en situation au milieu professionnel, PMSMP, qui permettent, si vous voulez, à la personne de s'essayer au milieu ordinaire dans des entreprises qui ouvrent leurs portes. Et ça peut être une transition qui est douce pour essayer différents métiers, voire ensuite évoluer vers une formation, et surtout identifier quelles peuvent être les difficultés en amont pour qu'ensuite il y ait un travail de réflexion entamé avec le conseiller ou le conseiller, et qui permette à la personne d'entrer dans les meilleures conditions en emploi. Merci beaucoup. Une dernière question pour Monsieur Leclerc. Comment être informé des ressources santé mentale d'une commune en tant qu'habitant? Alors, normalement, les communes, elles font des guides en début d'année ou en fin d'année sur leur site internet, ça peut exister, sur la rubrique santé. Ensuite, ça dépend des collectivités locales si elles ont une grosse activité dans le domaine de la santé, elles ont forcément des pages pourvues et pluridisciplinaires. Et puis, sinon, il y a auprès de votre médecin, médecin libéral ou médecin municipal, qui, si le travail est bien fait au sein de la CTPS, quand cela existe, l'information circule théoriquement pour avancer. Donc, votre médecin, d'ailleurs, peut être votre meilleur conseiller dans le domaine. Et puis, après, tout bêtement, écrivez à l'élu responsable à la santé de votre ville, et puis il vous répondra, parce que vous lui envoyez un mail,
Et si c'est quelqu'un de correct, et le plus souvent ce sont des personnes correctes, il vous répondra en vous donnant toute la liste des possibilités de votre ville. Le mail est souvent envoyer un courrier est souvent le moyen le plus efficace d'ailleurs pour avoir une réponse. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, je crois qu'on a synthétisé un petit peu toutes les questions. Si en amont, il y en avait d'autres ou après, n'hésitez pas à les transmettre sur la boîte contact CEAPSI et puis on les transmettra aux intervenants. Merci Bruno hein, pour ton Merci, animation. merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants. Merci pour les questions. Peut-être juste pour terminer, moi j'ai noté quelques mots-clés qui sont revenus très rapidement sur les questions de collaboration, d'entraide, de coordination, d'articulation, de participation, de médiation, d'ajustement, de coopération et de transversalité. Peut-être qu'effectivement, il s'agit de penser la citoyenneté et l'inclusion sociale à construire dans les interstices. Et on voit bien qu'effectivement, ça repose à la fois sur des acteurs concernés et peut-être, pour terminer, puisque nous parlons quand même de la question de la santé mentale, je voudrais rappeler que nous avons tous une santé mentale. Donc, de ce fait, nous sommes tous concernés par ces questions. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Merci beaucoup pour ta participation et ta conclusion.